déjà, merci de me recevoir. Merci à toi. Chez toi, chez vous, je sais pas si... Enfin, Bah, c'est chez moi, chez nous. ouais. Et l'idée, c'est que les gens qui vont te découvrir ou qui vont te redécouvrir ben, comprennent aussi ton processus créatif et quel cheminement tu as eu entre ta vie d'avant, qui j'imagine, on a eu l'occasion de se rencontrer avant, Ouais. est hyper inspirante. Et aujourd'hui, c'est toujours aussi inspirant, mais que tu te présentes un petit peu. Donc, Ouais, ben, ok. bonjour. Donc, je suis Valentin, je suis le cofondateur de Holo. J'ai cofondé la marque c'est une marque de vêtements, je l'ai cofondée il y a 20 ans avec Mathieu, où on était amis d'école, en fait, quand on avait 20 ans. Et quelques années après qu'on se soit rencontrés, on a monté cette marque. Ok, Voilà. d'accord. Qui est une marque de vêtements où on collabore. L'ADN, c'est on collabore avec des artistes du monde entier. Ok. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous avez combien de boutiques Aujourd'hui, on a la boutique à Nantes, on a la boutique à Paris, Ok. et après, c'est tout un réseau de revendeurs holo un petit peu partout dans le Ok. monde. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à l'univers de la mode? Toute personne dans le milieu créatif doit avoir un lien avec quelque chose. Moi, je pense que le tout premier truc, c'est que je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. Je sais pas, quand je me projetais, quand j'étais petit, je voulais dessiner des polices de caractère, quoi. Et je me voyais bien faire ça comme métier. Et, euh, et ça, je parle de quelque chose quand j'avais 8 ans, quoi. Donc j'étais vachement petit. Et je dessinais aussi des grandes fresques où il se passait plein de choses avec plein de personnages, mais sur, je sais pas, des fresques de 4 mètres de long, quoi. Ensuite, après, une fois que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai essayé d'intégrer une école d'art, T'as eu un bac quoi déjà pour un ton bac parcours? ES. Bac ES, ok. Bac ES, ouais. Et finalement, je n'étais pas du tout intéressé par les études générales. C'est assez difficile en termes d'orientation. Enfin bref, mes parents voulaient aussi que ils préféraient ce cursus général, etc., quoi. Mais j'ai quand même présenté l'école Estienne à l'époque, sur lequel j'ai pas été pris. Ok. Et donc, j'ai continué à faire la continuité de mon bac, c'est-à-dire une fac d'éco-gestion sur la suite, qui m'intéressait vraiment pas du tout, Ok. sur lequel j'ai fait 2 ans. Et à la suite de ces 2 ans-là, franchement, j'en pouvais plus du tout, quoi. Et ma mère m'avait fait rencontrer une conseillère d'orientation, justement, qui était une copine à elle et qui a vu que par rapport à mes aspirations, euh, un BTS et BTS publicité, donc BTS communication des entreprises, ça avait été renommé entre-temps, pouvait me correspondre, quoi. J'ai été pris une semaine avant la rentrée dans ce BTS-là à Montreuil. Et c'est à cet endroit-là que j'ai rencontré mon associé D'accord. Mathieu. Ok. Voilà. Trop Donc bien. ça a démarré comme ça, on va dire. Donc merci Et la conseillère d'orientation. voilà, merci la conseillère d'orientation. Et aussi, je me suis retrouvé avec des gens qui me ressemblaient plus que quand j'étais au lycée, ou plus que, en tout cas, que quand j'étais à la fac. Oui, parce que toi, quand tu dis qu'il te ressemblait plus, c'est que c'était pas trop ton univers. Parce que tu continuais le dessin un petit peu Non, à ce moment-là, tu traînais un non, peu avec des non, gens qui non, faisaient du design. pas forcément ça. C'est qu'en fait, je me suis retrouvé avec des gens qui s'intéressaient à la culture, beaucoup, quoi. Ok. Donc, Sous toutes ses formes. ils pouvaient venir d'univers variés, d'univers différents, d'univers sociaux aussi différents. Mais globalement, ils étaient tous intéressés par la culture générale, déjà, quoi. On avait des cours de culture générale pour analyser les publicités, tu vois, il fallait aussi tout un bagage de culture générale. Et les initiations après au court-métrage, etc., quoi. Et c'est vrai que il y a l'univers créatif, mais il y a l'univers aussi de la culture. Ça me correspondait bien, quoi. C'est un BTS qui est assez généraliste, mais finalement, le but de ça, c'était après d'essayer de continuer dans la publicité. Je vois un peu le parcours après de ce que mes camarades d'école ont fait après. Donc, à la base, tout le monde voulait faire ça. Moi, quand je suis rentré dans ce BTS-là, en l'occurrence, je voulais faire concepteur-rédacteur, Ok. parce que j'étais aussi très intéressé par l'écriture. Et ce qui s'est avéré dans le cadre de la marque après que j'ai fondé après, on a tout, je Ok. pense, quoi. Et une fois que tu as ton diplôme, tu te dis quoi? Parce que Alors, avant d'avoir ton diplôme, tu fais tes études, puis après tu te projetais vers quoi en fait? j'avais à ce moment-là 22 ans. J'ai profité de ce moment-là pour passer mon permis de conduire. Je travaillais en centre aéré à l'époque et j'ai fait plein de petits boulots. La téléphonie, des enquêtes. J'étais animateur de centre aéré le mercredi, etc. Et en l'occurrence, le projet de Holo, il est venu très vite parce que
à 23 ans, on avait déjà commencé à parler de monter une boîte tous les deux. Il s'avère que c'était plus facile quand même pour travailler dans le milieu artistique de créer sa propre boîte peut-être que d'être embauché quelque part. Ça, c'est une conviction que tu avais déjà à l'époque ou tu Ouais, t'en rends compte avec le... c'est une conviction que j'avais déjà à l'époque. Et puis aussi, je pense que j'ai un peu une aversion globale sur le fait de travailler pour peut-être quelqu'un. Voilà. Je pense que j'avais une envie d'indépendance globale. Et le fait de rentrer dans le salariat, je pense, je savais assez vite que c'était pas forcément pour moi, quoi. Et aussi parce que j'avais eu des mauvaises expériences avec des petits patrons un peu tyranniques, avec le fait que je pense que, et ça se voyait aussi dans mes bulletins scolaires, etc. Je pense que T'as pas ramené un bulletin, non? j'avais un T'as pas de rejet. bulletin, là? On peut pas... t'as pas- tu sais, J'avais des bulletins scolaires qui étaient assez mauvais, on va dire, le comportement? sur le comportement. Ouais, ouais. Voilà, sur le comportement, il y avait des trucs où il y avait marqué touriste, il y avait des trucs où il y avait marqué aussi, ça, mes parents, Ils le savent pas? ouais, non, si, il le savait, mais en fait, il le prenait assez mal parce qu'il y avait marqué attitude désinvolte, par Ouais, exemple, ouais. sur un des. Quand j'étais, je sais plus, en première ou en Ouais. seconde, c'était assez difficile. Et du coup, les profs avaient été un peu désespérés. Ils avaient marqué doit faire ses preuves à l'examen. J'avais pas Ouais. de super notes. Ouais, mais Et quand puis, même, j'ai eu mon bac. voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu mon T'as le bac. bac, après le BTS, ça va en Voilà, vrai. j'ai C'était eu mon pas... bac en travaillant un peu quand même sur la fin parce que j'avais Ok. pas trop travaillé l'année. Mais bon, moi, je m'étais fait à l'idée de redoubler, quoi. D'accord, ouais. Finalement, Ils voulaient je- plus de toi, ils t'ont dit, on lui donne le ouais, bac. non, moi, j'avais pas de souci pour redoubler. J'avais Ouais, pris, je suis un peu philosophe, tu vois. Je me disais, oh, c'est pas grave, je vais me retaper une année. ça Puis sera plus facile. j'ai été pris, quoi. Voilà, donc c'est très bien. Ok, ok. Avec 10,3, mauvaise note, Non, mais mais... c'est pas grave. ouais. Et puis après, le BTS, pareil, sur une note assez moyenne, quoi. Je sais plus, je crois que j'avais eu 11,5, quoi, quelque Ouais, chose ouais, comme ouais. ça, quoi. Bon. Suffisant. Ouais, Ça, suffisant. Suffisant. Et puis voilà, après, et donc après Holo, alors, on a commencé à 23 ans, on a sorti la marque, on avait 25 ans. Ok. C'était quoi un peu les marques concurrentes qui pouvaient potentiellement t'inspirer cette indépendance, les Homecore, Bah, c'était quoi? C'était à à l'époque, c'était l'époque, quoi les marques de ma génération, c'était forcément Homecore. Nous, à l'époque, quand j'étais au lycée, je portais beaucoup Triad Ouais. et des marques comme ça. Après, en effet, dans le streetwear, il y avait Bullrot qui existait, on portait du Comate, Ouais, c'est etc. Surtout que moi, je viens de banlieue, donc je viens de banlieue parisienne, donc la culture, on va dire, hip-hop, elle était très présente chez moi pendant très longtemps, quoi. Ouais. Mais on va dire que c'est pas la seule source d'inspiration. On était sur le début dans la continuité de quelques startups qui avaient vachement marché. Non, mais t'avais pas Jacquemus à l'époque. C'est-à-dire que Non, mais il les existait. marques françaises indépendantes, elles étaient pas aussi Voilà, mais réputées, donc tu étais un peu avant-gardiste aussi là-dessus dans ton c'est vrai, créneau. mais Dans ton créneau. il existait à l'époque des marques, des sites internet qui fonctionnaient très bien, qui avaient fait leurs preuves et qui avaient beaucoup marché, comme par exemple La Fraise qui existait à l'époque, qui a été une référence Ouais. finalement dans Des t-shirts, beaucoup de des t-shirts. t-shirts d'illustrateurs, etc. Et c'est vrai que on est arrivé juste Oui, après. pour ceux qui savent pas, La Fraise, c'était un site où ils mettaient en vente des designs de designers. Ils proposaient, voilà, tu étais illustrateur, tu venais proposer un dessin. C'est ça. Et c'était avant-gardiste, hein, parce que finalement, les internautes votaient pour leur design préféré. Et lui, il imprimait que ceux qui avaient récolté le plus de votes. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça. ça a fait un buzz. carton, Ouais. un buzz de fou, quoi. Ouais. Et puis après, il y en avait d'autres. Il y avait Dada One, que je connaissais bien aussi, qui habite maintenant à Nantes également. Et Amka Shop, il y avait différents trucs comme ça. Et nous, on est arrivé sur le principe aussi artiste, finalement, juste après. Okay. Après, il en existait d'autres aussi dans un secteur vraiment plus marque. Il existait quand même Sixpack à l'époque qui avait fait ses preuves. Qui existe encore? Il n'existe plus, Il non. n'existe plus, d'accord. Okay. Qui avait une renommée certaine dans ce domaine-là. C'est quoi la flamme qui vous dit justement, bah, tu as une direction qui t'est promise, la pub, ou une autre direction créative qui est de lancer une marque indé, sans forcément avoir tout le storytelling que tu as eu là depuis 20 ans. Mais c'est quoi si tu peux nous donner... Moi, je pense que c'est un peu un esprit... c'est déjà la fougue de la jeunesse, déjà, où nous, on avait monté une petite association de courts-métrages avant avec des potes. On avait aussi commencé à faire des petits documentaires et tout ça, quoi. On avait 25 ans, franchement... on s'en foutait de tout, quoi. On a monté ça avec très peu d'argent.
parce que on pourra reparler des finances de Holo et de comment on a commencé financièrement cette marque, c'est quand même important. Mais on n'avait rien à perdre et puis on n'avait pas non plus d'ambition de fou, quoi. On a monté ça parce que ça nous faisait plaisir. Et puis advienne que pourra, on a sauté sans parachute, basta, quoi. Et je continuerai, vu qu'on était très intéressé par l'univers artistique et par les collabs avec des artistes, on a commencé comme ça. Donc collab avec des potes qu'on connaissait, avec quelques t-shirts, et nous on a fait aussi nos premiers t-shirts nous-mêmes, vu que Mathieu il maîtrisait un peu la création graphique, je maîtrisais un peu plus les textes, mais il m'est arrivé de faire des dessins sur les premiers t-shirts, etc., quoi. D'accord. Quand tu lances la marque au début, c'est d'abord vous vous dites, vous avez un business plan, vous avez une vision un petit peu, j'imagine, sur qu'on comprenne un peu vraiment. Quand vous vous dites, allez, on lance une marque, on veut lancer quoi d'abord? Une marque de t-shirt, une marque lifestyle. Qu'est-ce que vous vouliez proposer déjà dès le départ? On voulait proposer on s'est servi du t-shirt comme médium pour proposer de délivrer un message à travers des t-shirts artistiques. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Donc faire passer l'art au cœur. Voilà, exactement. Plutôt que de vendre une toile, on va essayer de vendre une œuvre sur t-shirt. D'accord. Voilà. On n'était pas les premiers forcément là-dedans. Après, nous, on voulait juste faire ce qu'on kiffe, quoi. C'était ce que vous vouliez faire. Ouais, voilà. Et donc, tu as quoi? Tu as un stock de t-shirts? Comment ça fonctionnait un petit peu les débuts Alors, en mode culture, garage culture, tu sais, start-up, quoi. On a acheté de souvenirs 1200 t-shirts. Wow. Ou un truc comme ça. 1200 t-shirts en sérigraphie sur 6 modèles, je crois, quelque chose comme ça. Hommes, femmes. Les premiers, c'était sur des marques de distributeurs. Je saurais pas lesquels c'était exactement. C'était Sols, peut-être les premiers. Où on enlevait les étiquettes, on faisait remettre notre marque à la place. On a éclaté tout l'argent quasiment qu'on avait eu via un prêt de la banque à taux zéro. On avait gagné un concours de création d'entreprise organisé par Jeunesse et Sport de Créteil à l'époque. Et puis notre argent, un petit peu d'argent personnel, on est avec 4 000 € et on a quasiment tout dépensé dans la création d'un site internet et dans ce stock de t-shirts là, quoi. Ouais. Mais parce que là, toi, tu le dis entre guillemets comme si c'était alors normal. Et après, j'ai tout entreposé chez mes parents. Voilà, il y avait une petite pièce et du coup, on a tout entreposé là-dessus, quoi. Et on s'était dit, waouh, on va lancer le site internet. Putain, là, ça va être le carton. Genre dans les premiers mois, on va vendre machin. On est arrivé, je sais pas, 1 an après, quoi. On en avait encore sur les bras. La majorité, quoi. On avait encore la majorité. Alors on arrivait à vendre un peu quand même, hein. Mais on vendait pas beaucoup quand même. Voilà. Ok. Et du coup, donc là, c'est les premières années. Et après, comment ça s'est construit un peu la suite pour vous pour évoluer? Donc, je sais pas, les 5 premières années. Par exemple, si on prend un point de départ, l'ouverture du premier shop. Ça s'est passé à peu près combien de temps après la création du premier t-shirt? La première boutique, on l'a montée en 2016. D'accord, ouais. 2016, ça a été une année... En fait, j'avais des bureaux à Nantes où on organisait des concerts, des projections vidéo, des trucs. C'était un grand local que j'avais à Nantes. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai déménagé à Nantes dans le courant, donc j'ai une vraie histoire aussi avec cette ville-là. Mais en 2017, je suis parti en voyage, en fait, pendant 1 an. Et la création de la boutique à Paris, elle s'est faite juste avant que je fasse ce départ en voyage. Aussi parce que c'était plus simple de tout centraliser à Paris à ce moment-là. Donc, vu que je quittais Nantes, finalement, pour partir, j'avais rendu mon appartement, voilà. Et donc, c'était mieux de tout recentraliser à Paris. Et donc, d'ouvrir la boutique, de refaire les bureaux à Paris, etc., quoi. D'accord. Et tu partais pour la marque aussi? Non, je partais 1 an en sac à dos, quoi. Okay. Avec ma copine, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je me suis offert l'opportunité de partir voyager 1 an. Ok, trop bien. Donc, tu as dû choper plein ça a dû te nourrir aussi. Ouais, carrément. Après, ça faisait déjà 2017, ça faisait déjà 11 ans que j'avais la marque. Ouais, bien sûr. Ça permettait de souffler un petit peu. Et puis je pense qu'on n'a pas de raison d'être enchaîné spécifiquement à notre travail aussi, quoi. Le fait de partir, de t'échapper comme ça, toi, dans ton processus, c'est des choses qui te nourrissent. Enfin, t'es parti 1 an, mais après, quand t'es revenu, c'est quelque chose que tu recommandes quand même? Je dirais que ça m'a pas spécialement nourri créativement. Ça amène forcément des
des ouvertures d'esprit et des façons de voir la vie un peu différemment. Parce que je pense que même si on est une marque qui est créative, etc., il n'y a pas que la création, il y a aussi tout le reste, hein. C'est un concept un petit peu global et c'est nos vies personnelles, nos vies professionnelles sont un peu imbriquées et finalement dans un but de stratégie pour que ça soit combiné aussi avec mes valeurs, mes aspirations, avec tout ça. C'est intéressant aussi de voir d'autres choses, quoi. Quelle importance ça a pour toi aujourd'hui en tant que créateur, même entrepreneur, Ouais. patron d'entreprise, de rester vraiment solide sur une vision, des valeurs, C'est le principal pour moi. Moi, j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans dans une cité, quoi. Mais mes parents, ils avaient... Enfin, c'est rigolo de parler de ça, donc je vais un petit peu en parler. En fait, on avait les poules sur le balcon. Où ça, quel étage? Alors, on C'est habitait ça au qui est- 3e étage. Troisième On étage, des habitait poules sur le balcon. On avait au 3e étage, les Ok. voisins n'étaient pas contents, etc. Mais on avait des poules avec un coq qui chantait tous les matins. Et en l'occurrence, on avait une maison de campagne dans le 95 qui était à la limite du 27, qui était une grosse maison que ma grand-mère avait héritée de ses parents. J'habitais avec mes parents, mes frères et ma grand-mère, en fait, D'accord. en HLM. Ok. Et on avait aussi cette maison de campagne qui était une assez grosse maison à 1 heure de chez nous, où on allait presque tous les week-ends. Ok. Et en fait, là-bas, mes parents, on avait aussi des chèvres on mettait, Troisième qui faisaient étage. qui faisaient le tour du village quand on Ouais. n'était pas là, quand on était en banlieue, etc., Ok. quoi. Et du coup, cette dimension de mi-banlieue parisienne en ville et en cité, mi-campagne, parce que c'était un petit village de 500 habitants, où on avait un Solex, après plus vieux, on faisait du Solex, on allait faire des chasses à l'homme, on avait un énorme potager où mes parents ils faisaient. Du coup, je pense que cette notion de campagne-là et de nature, parce que la mer, j'ai toujours été passionné aussi par ça, j'ai toujours gardé un lien avec ça, et après, on va dire... le gros détonateur, c'est que j'avais vu un documentaire qui avait été fait par Al Gore à l'époque. Oui, J'étais ok. très jeune. Ouais. Et c'est venu se combiner avec le fait qu'à 18 ans, la première fois où j'ai voté, boum, j'ai fait un vote écolo qui a perduré après Ok. dans le temps. Et on va dire ma priorité ultime dans la vie, c'est finalement le respect de la terre, quoi, en fait, et ma proximité avec la nature. Donc quand j'ai monté la marque après, avec Mathieu en 2006, finalement, je ne voyais pas comment faire autrement. Puisque c'était ma raison première, c'était de faire les choses le mieux possible en raccord avec mes propres valeurs. Toutes les marques ne font pas comme vous. Comment ça fonctionne concrètement? Et donne-nous un exemple d'une thématique phare pour C'est toi. ça. Le point de départ, c'est toujours une thématique. Donc, toutes les marques, en effet, ne fonctionnent pas comme ça. Nous, c'était vraiment l'élément qui nous semble le plus important. Si tu démarres, par exemple, un livre, il faut que tu connaisses le sujet. C'est quoi? Enfin, c'est le principal. Alors, c'est presque scolaire, finalement, Ouais. tu vois, mais nous, il nous faut le truc. Alors, une thématique, nous, dans notre cas, c'est soit basé sur un ressenti par rapport à la période actuelle, donc au niveau du monde, de la société, où je me dis, ah, il y a un truc qui cloche, ou il y a un truc que j'aimerais parler, et je vais profiter de cette collection-là pour aborder cette thématique, Faire passer un message. faire passer un message, Ok. mais qui est lié vraiment à un contexte de société, généralement. D'accord. Soit c'est basé sur une histoire personnelle que j'aimerais raconter. Donc, en l'occurrence, ça peut être par exemple l'histoire de mon père que j'avais essayé de raconter un petit peu dans Paris 13. Justement, c'était une collection qu'on a fait il y a quelques années. Et mon lien avec Paris, mais mon lien aussi avec l'Asie, quoi, finalement. Donc, tu as eu cette idée de thématique. Et j'ai eu cette idée de comment ça s'est, thématique-là. Aussi, je voulais vraiment traiter l'univers de la ville. Je voyais bien, on a souvent des images du film qu'on pourrait faire, de telle personne qu'on pourrait représenter, tu vois. Quelle est l'histoire exactement et quels sont les intervenants, après, hors artistes, quels sont les intervenants qui vont pouvoir faire vivre ce truc-là. Et ça m'a amené à des belles rencontres, mais c'est vrai que cette collection, en l'occurrence Paris 13, c'était, vu qu'il y a une partie de ma famille qui vit à Logne dans le 77, mais une autre partie de la famille qui est aussi une famille asiatique qui vit dans le 13e, donc voilà, ça me semblait un petit peu logique, quoi, voilà, de faire ça. Mais après, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement des voyages qu'on aurait fait qui nous ont inspirés. On a fait beaucoup cette thématique de voyage-là. Voilà, c'est un peu sur les 3 tableaux. Et là, la collection donc, qui sort là, cet été, qui est sortie là, cet été, c'est Blend Energy. Donc, c'est comment, dans une période où
depuis le début de la marque, on va dire, on a beaucoup quand même traité le thème de la nature et on a beaucoup traité les travers un petit peu de la ville. Donc on a voulu s'excentrer vers la campagne ou vers l'agriculture, etc., bio, tout ça. On reste, je trouve, des citadins et j'ai trouvé que pour cette collection d'été-là, c'était vraiment cool de venir traiter le mélange qui peut se passer dans les villes, les interactions entre les gens qui viennent parfois de milieux différents, donc du coup, tout ce mélange finalement de formes, de couleurs, d'état d'esprit, ça crée une sorte de geyser d'idées, quoi. Et c'est par cette rencontre-là, ces rencontres-là que ça permet une ouverture d'esprit. Et c'est grâce à ça aussi, et c'est dans les villes pour moi, et ce mélange de gens et d'idées qui permet de faire germer des projets C'est clair. qui vont évoluer sur un futur qui est beaucoup plus désirable pour tout le monde, quoi. Voilà. Trop bien. Un beau message en tout Voilà. cas. Top, top. Et donc après, donc voilà, il y a cette thématique, puis les moodboards, puis on voit tout de suite les films qu'on pourrait faire, le documentaire, les photos, machin. Oui, tu as une écriture. Les Il y a une artistes, écriture voilà. derrière. Enfin, tu écris C'est toujours l'histoire. voilà, c'est toujours un petit peu dans le même sens, quoi. Il y a la thématique, le moodboard, les artistes, la résidence. Ensuite, après, c'est un peu du tricot, quoi. C'est toujours un peu dans le même sens que ça se passe. Et puis vient après la finalisation de la collection, le Portugal, La où production. on fait voilà, la production, le shooting photo, le catalogue, les films, la sortie de la collection des mois après. Mais entre-temps, on a déjà fait deux autres collections. Bien sûr. Voilà. J'ai 2 dernières questions. Ouais. La dernière, je la garde vraiment pour la fin. D'ailleurs, je vais le dire, c'est pourquoi Holo? On le dira après. Ça sera la dernière question. Ouais, Le don. Pourquoi Holo? Voilà. Ouais. Et avant cette question-là, c'est parler un peu de Nantes. Ouais. Donc, on parlait un peu des marques de mode et de ton point de vue sur l'univers de la mode en l'occurrence. Ouais. Donc, à Paris, forcément, capitale de la mode, enfin, capitale française en tout cas. Et Nantes, pareil, parce que du coup, dans mon projet, je m'intéresse aussi aux profils qui ne sont pas que parisiens. Ouais. Toi aujourd'hui, par rapport à cette ville, par rapport au rayonnement que Nantes a, à tous les Nantais qui vont regarder cette vidéo-là, et les Nantaises surtout, c'est quoi ton avis, je sais pas, en fait, ce que tu peux dire En sur... fait, moi, j'ai vécu plus d'une douzaine d'années maintenant à Nantes. Je suis venu ici à des moments de ma vie différents. Là, ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis revenu à Nantes. Ok. Je suis venu ici dans un moment un peu différent parce que maintenant, enfin, je suis venu ici avec un enfant. Maintenant, on a 2 enfants, etc. Ok. C'est très différent des autres moments à laquelle j'étais venu à Nantes, parfois pendant des périodes très longues. J'avais fait une période avant où j'avais vécu 6 ans d'affilée aussi. Donc, Ok. et je dirais que Nantes, moi, c'est une ville qui est en phase, disons, avec mon mode de vie D'accord. et avec mon état d'esprit. Déjà parce que beaucoup de gens ont des opinions. On est tous un petit peu raccord finalement sur ce qu'on pense. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que d'un point de vue écologie, on va dire, j'ai vécu ici il y a presque 20 ans aujourd'hui. La première fois, c'était une période très courte. Et à cette période-là, j'étais livreur à vélo. Ok. Et j'étais livreur à vélo en triporteur. Et donc, je faisais des livraisons avec une énorme caisse, avec un vélo électrique déjà à l'époque. Et je faisais des livraisons. Et en fait, quand on pense aujourd'hui à l'avènement de tout ce système-là de triporteurs, de biporteurs, etc., et ben, ce qu'il faut voir, c'est qu'à Nantes, je faisais déjà ça à l'époque, moi. Et que Nantes, c'est une ville qui est quand même très sensible aux sujets liés à l'écologie, qui est très sensible à tout ce qui est économie sociale et solidaire, qui est très proche de la nature, très proche de la culture et de différentes choses, quoi. Et c'est vrai que en tant qu'est un territoire de lutte, enfin voilà, c'est une ville qui est quand même chargée d'histoire. Et voilà, après, en toute honnêteté, moi, c'est vrai que la proximité avec la nature, avec la mer et tout ça, c'est quelque chose aussi qui a pu me motiver à revenir ici, en plus du fait que j'avais déjà tout un réseau qui était déjà constitué ici, quoi. Voilà. Ok. Mais l'état d'esprit global, et puis peut-être aussi, moi, ce que j'aime bien à Nantes, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu acteur un peu du changement. Tu vois, on n'est pas seulement spectateur de quelque chose qui se passe, on a l'impression qu'on agit on fait partie d'une sphère où on va agir sur le développement de la ville, quoi. Ok. Et par l'intermédiaire de ça, de la société, quoi.
toute la société. C'est ça que j'aime bien dans cette Trop bien. ville-là. Puis c'est une ville qui est assez alternative, tu vois, dans ce qu'elle est, dans sa façon de penser, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et la dernière question, bah merci déjà encore hein, pour toutes ces belles paroles. Holo. On finit par finalement, j'aurais dû poser la question en premier. Et Holo. bah carrément. Le nom, Et bah holo, ça veut D'où dire holo, ça veut dire c'est une déformation du mot anglais holo aussi, mais qui s'écrit pas pareil et qui veut dire une qualité. Ok. Et en l'occurrence, ce nom, ce nom, il concordait assez bien avec le fait que quand on a commencé la boîte, nos premiers bureaux réels, c'était dans une cave Ok. qui nous était, allez, on payait 100 € pour être dans une cave en terre battue. euh, d'un- c'était un copain qu'on avait rencontré qui, du coup, lui avait T'as des aussi photos de cette cave? T'as des photos Ouais, j'ai de... des Faudra que photos tu de me les ça, envoies, j'ai des photos, ouais. je les mettrai dans... Et du coup, lui, il habitait, je sais plus, au premier ou au deuxième étage, et en fait, il tirait un câble d'électricité, une prise, pour aller jusque dans la cave. On était, et je trouve que c'est une drôle d'histoire quand même, cette histoire de Combien de temps la vous êtes resté cave. dans la cave comme ça? Et bah écoute, on est resté dans la cave, je pense, on a dû faire, je pense, 2 ans, hein, Ah ouais, quand comme même, ça, hein. ouais. Sans voir le 2 ans dans jour. cette cave, Sans voir le sans jour. voir le jour, sans rien. Mais À la bougie. ça reste une belle expérience, ouais, mais c'est drôle, quoi. Ouais. Ouais, c'était des conditions vraiment les plus médiocres que tu peux faire. C'était Ouais. vraiment. Donc c'est le Et lieu qui a conditionné le nom, un peu? c'est pas le lieu qui a conditionné le nom. Le nom, on l'avait déjà eu avant. Ok. Donc vous avez cherché un lieu. Et non, on n'a pas, ouais, non, on n'a pas cherché le lieu, mais c'est marrant parce que c'est. Cherche cave. Du coup, maintenant, je l'explique un peu comme ça, moi. Du Ouais, coup, vas-y, vas-y. je lis un peu les deux histoires. Ok. Holo, non, franchement, on était super jeunes. Ouais, ouais. On a balancé, alors pour vraiment être super honnête, à l'époque, on avait plein de noms Bien sûr. différents quand on est arrivé à l'INPI, tu sais, Oui, bah oui, voilà, oui, on tu avait pensé cherches. à plein de trucs. Et puis, manque de bol, au final, les noms, ils étaient quasiment tous pris. Ceux qu'on aimait bien, ils Ouais. étaient tous pris. Donc, dedans, il y avait celui-là. Et c'était le seul qui n'était pas Non, pris. mais... Alors après, va comprendre pourquoi on avait choisi ce nom-là. Peut-être parce que on était un peu dans l'ombre, tu vois, de tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, l'aspect un peu grotte, cavité et quelque chose d'assez alternatif. Finalement, je pense qu'à la base, quand même, on avait donné ce nom-là pour cette Ouais, bien raison-là. sûr. Ouais. Pour les anonymes qui travaillent dans une grotte et qui confectionnent des trucs un peu comme les marques ont fait des success stories dans les garages à l'époque, quoi. Je pense Ouais. que c'était peut-être un peu lié à ça, Ouais, quoi. ouais, ouais. Voilà. Ok. Mais du coup, vu que c'est pas quelque chose qui est sûr, c'est pas l'histoire exactement que je donne. Je préfère la lier au Non, mais... premier bureau qui me semble un peu plus Elle est bien, c'est ça. cohérente, On quoi. coupera et on mettra que le... Voilà. Mais non, voilà. Puis après, ça sonnait bien, Non, tu non, ça, vois. ça bien, elle est bien. À l'époque, en plus, là aujourd'hui, après, il y a eu beaucoup de marques qui se sont créées avec des noms de marques français. Ouais. En l'occurrence, nous, quand on a commencé, bon, il y a eu la fraise, mais toutes les autres, et je connais Ouais. aucune marque qui s'était créée à l'époque et qui avait un nom français. Et ça s'appelait Cuite, tu vois. Ouais, oui, 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 bien sûr. C'était que des noms comme ça, quoi. Ouais. Donc, il y a eu Cuite, Sixpack, Bullrot, c'était que des noms un peu anglophones, quoi. Ouais. À cuite, c'était par rapport à la Ouais, cuite. bien sûr. Ouais, exactement. Non, mais trop bien. Et après, moi, il y avait une dernière truc, Vas-y. si jamais on a le temps, c'est la notion d'indépendance. Il y a différentes choses que j'aurais aimé aborder. Donc, il y avait la notion on a démarré la boîte avec 4 000 €, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. etc. Ce que je trouve intéressant, le capital de la boîte est toujours aujourd'hui pareil. Et il y avait une volonté de notre part de rester toujours 100% indépendant. Vas-y, donc du coup, l'indépendance. Et, Je remettrai et après, si tu veux, dans je pense que le... c'est quelque chose d'assez essentiel dans Je le remettrai dans modèle le... Holo. T'inquiète Voilà. pas, ok. C'est l'aspect vraiment 100% indépendant, c'est-à-dire qu'on a eu, nous, nos premiers salaires que 6 ans après la création de la boîte. On a décidé, vu qu'on était pauvres de base, quoi, on a décidé que tout l'argent qui rentrait, ça a constitué une trésorerie plus grosse, voilà. Et on a toujours fonctionné avec des prêts bancaires. Voilà, D'accord. c'est un système assez simple, Ok. mais en voulant garder notre indépendance à 100%. Donc, c'est-à-dire que tout le système des investisseurs, des trucs, on a toujours refusé de passer par ce système-là.
pour qu'on n'ait jamais rien à nous dicter, quoi. En fait, on a monté une entreprise et une marque pour être 100% libre de tout, créativement, mais aussi dans nos modes de vie, quoi. Finalement, tu vois, personne ne va définir ni notre direction créative, ni nos horaires, bien sûr. rien, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on s'est toujours refusé ça. Et c'est concordant aussi avec le fait que on n'a jamais eu de buzz, tu vois, on n'a jamais eu de buzz, on n'a jamais cherché finalement le buzz, on n'a jamais cherché les influenceurs, on n'a jamais cherché à faire une croissance démesurée. Déjà parce que je pense qu'on a une certaine forme de sobriété. Mais au-delà de ça, on n'est pas du tout, voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas du tout issu d'écoles de commerce ou des trucs comme ça. Donc, je pense qu'on a des visions réalistes et où nos modes de vie personnels sont presque plus importants que le professionnel. Et cette notion de croissance aussi, je dirais qu'elle est un peu liée au fait que, vu qu'on n'a pas envie de vivre avec beaucoup de stress, et ni avec beaucoup de risques, finalement, une collection qui marche ou une collection qui marche moins bien, ça nous impactera assez peu. Ça nous impactera assez peu. Tant qu'on arrive à payer tout le monde, etc., pour nous, c'est nickel, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je pense qu'on n'a pas fait cette marque spécialement pour devenir riche. Et donc, du coup, dès que tu as pris en compte que tu deviendras jamais riche et que c'était pas ton objectif dans tous les cas, quoi, et ben ça permet de redescendre un petit peu et de faire les choses juste calmement, tranquillement. Non, c'est ce que tu disais, c'est le côté, la sobriété et l'envie d'être simple aussi. Donc c'est vrai qu'au regard des financiers, on va dire, s'ils regardent les bilans Holo, l'évolution financière de Holo, ils se disent « Oh, c'est pas terrible, quoi. La marge, elle est pas terrible parce que nous, vu qu'on fait au Portugal, dans des petites usines, que les tissus, ils sont tous responsables, que truc, bah, du coup, la marge, elle est faible. » Forcément, et qu'en plus de ça, il y a une vocation un peu sociale, c'est-à-dire que nous, on veut pas que les produits sortent trop chers non plus, donc on bloque les prix. Voilà. Donc, ça veut dire que les marges sont plutôt faibles, ce qui nous empêche d'avoir des développements démesurés, d'avoir des... Voilà. T'investis sur le produit. Enfin, quand j'ai investi, tu mets ce qu'il faut sur la qualité, le produit, et puis nous, ce qu'on veut juste, c'est que tout le monde soit satisfait. Mmh. C'est-à-dire, l'usine, elle est satisfaite parce que finalement, on lui passe des commandes qui sont intéressantes. Nous, on est satisfait parce qu'on a pris des tissus qui sont assez respectueux de l'environnement ou où les filatures, peut-être, elles sont en France, où il y a toujours quelque chose, quoi. Et voilà, quoi. Donc, et le consommateur, lui, il va payer un produit où nous, on a bloqué pour pas que ça devienne non plus inachetable. Bah, merci en tout cas de nous avoir partagé la cuisine, quoi. La cuisine, c'est ça, c'est la cuisine. C'est ça, ouais. Et puis, j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir la marque, les boutiques, à venir à ta rencontre, la rencontre des équipes. Carrément. Et puis nous, on se voit autour d'un ramen. Allez. On y va, là, je pense. Vas-y, on y va. Merci en tout cas, Valentin. Ça marche. À bientôt. Allez, à toutes. Salut. Ciao. Merci.